Alors, mettons un peu du drame dans notre récit, si vous voulez. Parce qu'on a l'air de faire une époque, supprimer la thèse de morale, du monde moral, c'est-à-dire un discernement entre le bien et le mal. Mais on a cité quand même le mot ami qui suppose un ennemi ou bien l'adversaire. On a parlé de subjuguer et devenir ami, et pourquoi pas par la voie de mariage conjugal. Donc une certaine parenté secondaire, suivant la loi, c'est-à-dire des chaînes, encore de mise en scène. Là en anglais, n'est-ce pas, on décrit les mots, décrit la loi, référence à la loi dans une parenté constituée par la voie de mariage. En français, on dit, je crois, plutôt beau-fils, beau-frère, quelque chose comme ça. Et en anglais, c'est law, le droit. Voilà. Et le droit, c'est-à-dire système de signes institué, élargi, prolongé dans sa virtualité, qui se fait par la jurisprudence, donc intra-famille, intra-tribunal, des juges assemblés. Ça existe, mais est-ce que la justice, oui, c'est que ça. La justice n'est fait que ne consiste qu'à son effectuation et non pas à ses résultats. Ça ne peut pas être jugé par les résultats. Exclusion ou exécution. Le contraire, c'est quoi? Mériter louange, devenir héros ou devenir le roi d'un jour de fête, eh bien, encore exécuter, c'est-à-dire sacrifier et manger ensemble. Voilà, suspension de thèse de morale bourgeoise. Mais ça s'articule comme morale aussi, se structure comme du langage, et non pas seulement l'inconscient. Je vais passer tout de suite à l'état actuel du monde. Là, dans le monde, disons, global, universellement valable, certaines règles juridiques, valeurs constitutionnelles, l'équité et dans le jugement, juridiction, impartialité, etc., neutralité. Tout ça, ce sont des valeurs du bien. Bien qui essaie de se construire. Mais comme il y a, y compris le commerce, tout le droit commercial, et tout ce qu'on apprend au titre de gestion, bon management de compagnie, du commerce mondial ou local, et l'éducation en général, l'apprentissage, c'est au service de bien, entre guillemets, et qui prouve tout à coup que ce Dieu bon qui a gagné la souveraineté du monde, c'est la proue. Ce n'est que la proue, c'est là qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même chez les païens chinois et chez les païens japonais, il n'y a qu'une seule juridiction, sinon il y a bombe atomique tout simplement. Donc menace, fonction, il y a menace effectivement guerre froide, détente, il devait y avoir un mot pour dire ça.
Türkçe c'est gözdağı vermek. Voilà. Faire peur sans faire un acte de châtiment ni déclarer la guerre. Faire peur, se montrer sa supériorité, son omnivoyance et omniprésence dans le commerce et dans le journalisme et dans la diplomatie mondiale, etc. Donc, un seul empire dans le monde et avec un seul Dieu, soit existant, soit non existant, qui n'est qu'un Dieu moral de Kant. Voilà, ceci prouve, pour moi, vu qu'il y a tant d'efforts faits pour établir l'empire du bien, c'est qu'il y a une présence plus que résiduelle du mal, c'est-à-dire du mauvais Dieu ou bien le Dieu du mal. Donc, nous sommes au milieu, dans le gouffre et dans le sommet d'une manichéisme non avoué dans l'état actuel du monde, depuis très longtemps. Et toute manigance faite par le Conseil d'Izny de Nicosie dans la fondation de préceptes du christianisme, décider de cela aussi. Décider au sens d'une certaine différence de degré par rapport aux orthodoxes, qui aura une certaine, gardera une certaine affinité avec l'ancien régime que je dirais de duplicité de Dieu ou de Dieu elliptique en effectivité. Elliptique veut dire double centre, c'est-à-dire un bon Dieu et un mauvais Dieu. Élément. Le Dieu du jour, le Dieu de ténèbres. Donc, c'est l'abrégé de l'état d'esprit dit oriental ou du Moyen-Orient actuel, y compris plusieurs classes sociales dans tous les contrées du monde. Je ne peux pas faire une équivalence avec la classe sociale, c'est-à-dire degré d'éducation, degré de prospérité économique, mais il y a une variation qui prouve dans l'éducation supérieure, partout, dans tout mécanisme de contrôle, on apprend le bien pour qu'on réussisse mieux tout en remettant les termes dans le mal. La clé de réussite dite sociale, donc mérite louange, et des critères sont déterminés, richesse, prospérité, etc. Et c'est vite compris par citoyens qu'il n'est possible qu'en faisant du mal sous l'apparence du bien. Donc, c'est ça l'essence du message de Saint Paul, à mon avis, en critiquant, en développant une rhétorique sous le concept de loi, ancienne loi, supprimée, suspendue, n'est-ce pas? C'était pas pour le mal, l'ancienne loi judaïque, l'ordre judaïque de la justice et de jugement. Et il disait tout clairement que ce n'est pas la loi
que nous avons appris le mal. Ce n'est pas la loi. Bon, bien sûr, que le mal a fait son entrée dans le monde. Donc, tout ce qu'on montre de bien nous apprend, en revanche, immédiatement, comme une ruban de échec, Mobius, immédiatement la connaissance du mal. Seule entrée du mal au monde, ce n'est pas l'apprentissage superficiel, mais effectif, selon pragma, selon hypothétique, c'est-à-dire suivant une causalité de conditionnement du monde, nous apprend, elle nous montre les voies de la réussite et jouer par cette grande don que nous avons développée, c'est-à-dire mimésis, jouer avec les apparences. Être et apparence, c'est connu et critiqué depuis Platon, c'est l'essence même de la critique platonicienne, à la différence d'une certaine équivalence suspendue entre le bien et le mal et l'erreur et la vérité, chez Parménide et chez Héraclite. Eux, ils ont développé le même sentiment, Stimmung, mais ils n'ont pas montré comment, comme dans la République de Platon, deuxième livre, comment on peut faire chef-d'œuvre du mal tout en réjouissant d'une impunité. En plus, non pas seulement impunité, mais tous les avantages et les bénéfices de celui qui a fait du bien, tout en continuant à faire du mal, non pas une fois pour toutes, mais endurant le mal et tout en profitant des bienfaits d'une personne qui était bienfaisante. C'est ça l'autre monde, et c'est ça qui est première fois après Platon, quand même, dans un langage judaïsant de grec de l'Alexandrie, c'est Saint Paul qui en a fait le poème. Le poème qui a fondé un certain christianisme qui n'a pas compris, pas tous les chrétiens seulement, qui est compris par moi, peut-être, je ne sais pas, par Agamben peut-être, oui, et par Mao peut-être, je ne sais pas s'il a lu, et par manifeste communiste peut-être, et de Marx, et par qui d'autre. De temps en temps, j'ai dit, j'étais clair quand je rappelle, j'ai dit que voilà, c'est encore une Clésis. Clésis aussi est ambigu, c'est-à-dire Clésis, faire comme si que rien ne changeait, tout est complètement changé. Le cours du monde continue, mais il y a un abîme qui s'installait, etc. Et tout obstacle est enlevé. Qu'est-ce qu'il veut raconter il devient le symptôme, non pas véritablement salut lui-même, c'est-à-dire Christ aussi, c'est un symptôme extraordinaire du mal, du règne du mal dans le monde. Mais dans son mise en scène, c'est-à-dire il choisit son djallat, tortionnaire. C'est la Rome, c'est Rome et tous ces fonctionnaires, jusqu'à le petit soldat, vigile, et tout ce qui fait la manigance est au nom de bien, dans une indemnité et immunité qui veut se réjouir d'une indemnité, d'une intouchabilité, le peuple. En tant que tel, les juifs de l'époque, dans la scène de croix, je parle seulement
C'est devant tout le monde, devant les yeux de tout le monde, calvaire, le chemin de calvaire. Tout le monde a vu, et c'est devenu un spectacle de châtiment jusqu'à l'âge moderne. Michel Foucault a bien montré que tout à coup, les châtiments publics deviendraient vite pudiques. Shame, show, schuldig sein, de ce plaisir partagé d'une exécution sanglante, qui est l'essence même de la démocratie au Moyen-Âge, n'est-ce pas, une répétition à l'envers de la croix, châtiment, brûlure, autodafé, tout ça c'était des fêtes. Tout à coup, l'homme et la femme occidentale aussi va devenir intériorisée et elle va trouver à l'intérieur de soi cet immense mal qui l'interdirait de jouir du châtiment, de se réjouir de scènes de châtiment qui lui rappelaient quand même extase, possession, dionysiaque, tout ce qu'on veut du sacré et tremendum Dei. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui? Un corbeau quand même rare s'est trouvé mort dans la forêt. Il n'a pas eu orage, mais il y a eu des grands ombrages qui fait signe d'orage. Je suis retourné aux forêts. Je n'ai pas cherché Pénélope qui est perdue, cette tricoteuse, mais j'ai fait un petit souvenir à l'égard de Sémiramis. Très orgueilleuse, elle fut. Mais à la vue de cette kiosque cristalline, elle a changé peut-être de Stimmung. Seulement le magicien. Bon, j'espère qu'on ne construira jamais ce temple spatial. C'est l'horreur. C'est l'horreur promise, comme la terre promise, horreur promise, et dans une extravagance exorbitante qui a un concept quand même, un supplément dangereux, qui est capable du bien, du meilleur et du pire. Là où on était resté dans notre ontologie fondamentale et qui accepte l'homme comme celui-là, celui qui est là, celui qui est là, c'est-à-dire Dasein. Donc, elle quitte n'importe qui, une singularité quelconque, qui ne se subsume pas sous un universel et qui ne sait pas encore qu'il a le droit de se singulariser, le droit de contrat, du droit au contrat, sous-signé ou consigné en gage, en zeugle. Là, il va comprendre. Il va comprendre, mais ce sera un peu trop tard parce qu'il sera submergé par la chose. C'est difficile de comprendre les choses quand on est submergé une fois dans la couche, comme disait Gunseli Inal dans sa poésie.
Là, pour l'homme, tout est trop tard. Et tout est déjà trop lointain, projeté dans les fantasmes et dans les rêveries. C'est ça notre différence qui se diffère par rapport à ce sigle qui est, comment on dit, miscellaneous file, donc corrompu. Une chaîne corrompue qui a la tendance à se propager par contingent, et avec toutes ces virtualités qui dépassent le soubassement animal et qui dépassent de loin, de loin, comme disait Kant, effectivement, après un petit moment arrêt de sentiment vital, de force vitale, de tout un refoulement d'un épanchement d'autant plus forte, mais qui va où? C'est ça la finalité, et qui reste une idée vague, dérangeant, soit une idée esthétique inexponible, qui est instructive pour nous protéger de l'idolâtrie, et la distance, et le plaisir de la représentation pour gagner du temps à travers une conception de la représentation étroite, restreinte, qui dira que vous n'avez rien à voir, vous n'êtes que là pour contempler par haute une collection de tableaux, des objets, des pierres précieuses, des orfèvreries, des rares tapisseries, des bailleaux, qui racontent des histoires, mais qui ne vous concernent absolument pas. Qui ne vous concernent pas dans votre moyette. C'est joli, ça touche à votre gemüt, votre sentiment vital est ému, mais vous n'arrivez pas à discerner qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là, mais de quelle culture qui viennent ces signes, ces tierces, ces gages, ces sous-signes, ce contrat, des commandes, des qualifiés et parfois des forts, comme du caoutchouc ou d'une certaine agneau ou d'une certaine film qui redresserait Baccarat, c'est-à-dire une certaine encore mammifère a immolé pendant que l'autre seigneur Moïse, il était sur le mont de Sinaï dans une réflexion torturante. C'est ça. Coupure, différence, hétéroclite, communauté qui est vouée à la dissolution et une figure de sainteté exagérée qui souligne que il y a eu, non pas des justes, mais des gens qui se dépassent, soit dans le bassesse, soit dans l'excellence, qui restent indécidables, mais avec Mitzain, non pas avec la communauté, mais avec par exemple, quand Assad, qui sera un peu contemporain, quelle tragédie d'asymétrique vue d'un côté et de l'autre.
Qu'est-ce qu'il dit le peuple en tant que épithète? C'est ça, le peuple en tant qu'épithète, même pas un concept ni loin de là idée. Une Geist qui soit encore plus fétiche et qui travaillera de l'intérieur depuis Mésopotamie. Il y a partout deux rivières. Pourquoi on dit toujours pour un seul endroit de Mésopotamie? Il y a deux Maver al-Nihir, n'est-ce pas? Voilà. Il peut y avoir deux sorties de Agenekon. Il peut y avoir une négative de circumnavigation de une Odyssée et une certaine Oedipe aliéné et un certain Oedipe qui serait de l'autre Ouz, c'est-à-dire Ouz, légende d'Ouz, qui serait inhibé, frustré et d'autant plus penché pour traverser le valet de soit de Caucase, soit de Cliquia, soit n'importe où. Il entre, ce qu'on appellerait Roumélie, c'est-à-dire actuellement la Turquie occidentale dans la mythologie grecque, Anatolie. Je me souviens des répliques de mes docteurs, de mes médecins, inoubliables. Une jeune fille, médecin, alors j'étais consulté pour mes poumons à l'époque, il y a sûrement une quinzaine d'années. Là, effectivement, une machine, un appareil de test respiratoire ne fonctionnait pas, et vu que mes symptômes étaient très alertants, etc., on a failli de me étiqueter d'une diagnostic assez grave et irréversible. Une maladie irréversible, insuffisance pulmonaire. Eh bien, la dame médecin est très occupée, préoccupée par le calcul de mes résultats des tests et tout. Moi, un moment face à elle, impatientée, et je n'ai pas résisté à cette tentation de lui demander d'une question frontale, sans biais. Alors, combien de temps ai-je encore pour vivre? Quelque chose comme ça, et sans hausser sa tête de ce calcul, elle m'a dit que, oh monsieur, vous allez mourir quand vous allez mourir, laissez-nous faire notre travail. Hein? Voilà, c'est une réplique immémoriale et que je répétais à l'occasion dans quelques milieux. Tout le monde a dit que elle a raison, elle a raison. Ma mort, effectivement, ne lui concerne pas et en plus ne me concerne pas non plus. La mort, c'est une entité absolue ou isolée à part. Et quand la mort arrive, quand vous allez mourir, et laissez-nous faire notre travail. Alors, quel travail? Quel genre de travail? Donc, j'ai juré que je ne poserai plus
à aucun médecin, à aucun scientifique à ce genre de questions très naïves. En plus, j'étais un philosophe déjà et j'ai honte de poser des questions piégées à un spécialiste quand même dans son domaine. Alors, j'ai appris lentement qu'il ne faut absolument pas se mêler aux affaires des spécialistes, surtout quand il s'agit de la mort et de la vie, donc des maladies et des risques de santé, etc. Là, il faut les laisser fonctionner, le fonctionnement en fonction de leur métier qu'ils ont appris. Voilà ce que nous appelons en général les sciences régionales, et qui descendent d'une logique réunifiant toutes les sciences, mais effectivement c'est une dérivation d'une logicité, et avec les données empiriques qui se vérifient et tracent de certaines tendances statistiques et regroupent et donnent des scalas, des grades, au sens où l'urgence immédiate à longue durée, moyen, etc. C'est comme le textile, small, moyen, large, X large, etc. C'est exactement la même chose avec le textile. Et une haute spécialiste qui fait une graduation. Bon. Aujourd'hui, ce midi, j'ai vu mon médecin. Je lui ai absolument pas demandé ce genre de questions parce que pendant un mois, j'étais très bien, vu la force de ma production, ne serait-ce qu'intellectuelle, maintenant c'est devenu pictural, cinématographique, etc. Je me promène, ça va très bien, je dors un peu mal, mais j'ai des douleurs musculaires, mais quand même, je suis très sportif, c'est normal. Bon, pour ça, il y a des graines de daphné que je vais bouillir et je vais faire des compresses, etc. Moi, je suis mon médecin. Alors, elle, encore une dame, cette fois-ci, concernant l'usage de mes médicaments, la durée de cet usage, sans que je lui pose la question, parce qu'elle m'a rappelé 3 mois plus tard, donc j'ai passé un mois très brillant et j'ai eu le droit de revenir dans 3 mois, parce que les résultats seraient à peu près significatifs après le 4e mois, etc. Donc sans que je lui posais la question, c'est-à-dire, ah oui, j'ai posé quand même la question, est-ce que les résultats significatifs se déterminent à partir du 4e mois, madame? Voilà. Elle m'a répondu scientifiquement. Alors, selon les statistiques, nos clients non malades utilisent ce médicament en moyenne 2 ans et demi. Mais il y en a quand même qui survécu à 2 ans et demi. Non, elle n'a pas dit ça. Survécu, non, c'est grave comme verbe. Il y en a qui utilisent pendant 10 ans. Et comme nous connaissons, et elle connaît mieux que moi ma maladie, c'est-à-dire assez grave, donc elle m'a dit qu'en fait, toi, maximum,
moi je déchiffre ces paroles d'une manière hermétique, donc elle aura voulu dire à moi clairement que dans ton état, dans ton âge, vu ta situation, vu les résultats, tu as un espoir de vie maximum 10 ans, parce que on a vu quand même par expérience et dans la littérature médicale, des gens qui, sans arrêt, sans interruption, utilisent ces médicaments pendant 10 ans. Et je n'ai pas demandé. Alors, 11e année, qu'est-ce qui se passe? Il s'est guéri à partir de 90 ans. Non, non, je n'ai pas demandé. J'ai arrêté de poser des questions. Et comme j'ai quand même une certaine connaissance un peu du divan, c'est-à-dire psychanalyse, donc il faut laisser parler les gens et non pas trop poser de questions. Eux, elles vont te dire d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui donc j'ai un moyen, j'ai une vision, j'ai un projet, donc j'ai une projection maintenant, et je vois plus clair l'avenir, et j'ai, en moyenne, j'ai 2 ans et demi d'espoir de vie. Si j'ai de la chance et si je me soigne moi-même au niveau de l'hygiène et santé générale, alors je peux avoir un espoir de vie qui va jusqu'à 10 ans, quand même. Extraordinaire nouvelle. Et c'est pour ça que je suis entré en toute pêche au bureau du médecin et je suis sorti encore idem, c'est-à-dire avec une allégresse en faisant des projections, comment je vais faire dans ce quartier-là cet après-midi. Voilà, j'étais déjà fini l'affaire et je continue dans ma vie, ce qui est normal. Voilà, il ne faut pas se faire mêler les autres, soit qu'ils sont spécialistes, soit que des amis, des connaissances comme ça, de quelques heures pour échanger quelques paroles humainement pour s'amuser, sans faire cas de la vérité, mais laisser aller une logorée. Voilà, il y a une expression sûrement en français pour ça. Enfin, rigoler, voilà. Rigoler entre les amis, tout ça. Ça, c'est essentiel de la citoyenneté même. Et de la intersubjectivité, et ce qu'on appellerait, dans son sens noble, même commerce. Commerce. Mais effectivement, c'est ma vision ontologique à partir de sous-bassement, non pas des états de choses antiques. Mais on est quand même dans une zone co-appartenance entre ces deux pistes sur un pivot, et ça pivote sur quelque chose, mais on se balance comme dans le balançoire de Fragonard, et j'adore les balançoires. Je conseille pour tout âge, pour avoir de bons exercices de respiration respiratoire, etc. Ça ouvre l'horizon, ça ouvre la vue, la vision, l'acuité de l'esprit, projet, voilà, ça, tout court, ça accélère notre circulation sanguine. Ça, et si vous êtes grandement malade au niveau cardiaque, effectivement, faites assez attention à mes conseils. Donc, je suis médecin malgré moi,
Et c'est comme dans les pièces de Molière, et dans une autre pièce plutôt texte, qui est resté texte comme bijou, de Paul Valéry, Socrate et son médecin, qui me fait rigoler. Chaque fois que je raconte dans la classe, je fais rigoler parce que moi, chaque fois, comme si j'avais lu première fois dans ma vie, j'éclate. C'est comme le deuxième livre qui me fait un effet pareil, c'est Raymond Queneau, Exercice de style. Ça n'a rien à voir, mais quand il s'agit de rigolade, c'est ça. Heureusement qu'on est dans la vie encore et on fait encore cette dépense gratuite, n'est-ce pas? Le concept de bataille, dépense gratuite de paroles et sans tomber dans une tasse guérette et flactus vocis. J'espère bien. J'avais tout à fait un autre projet très morne concernant un pharmacone, poison, spécialiste. Mais c'est la même chose. Je parle de médecin, donc l'usage de médicaments, l'usage de pharmacons. Mais j'ai photographié des choses bizarres et pour montrer qu'il y a deux faces de la même chose, comme dit extraordinairement bien Kant dans la Fondation de métaphysique de Meurs, avec la même science, avec la même technique de la nature qu'on possède, qu'on acquiert, qu'on manipule, dont on est maître, et dans ce niveau, dans une région spécifique de ontos, nous pouvons faire donc avec cette excellence dans le savoir-faire des choses extrêmement graves et souligné, extrêmement bien. Donc, ça a une excellence, c'est-à-dire la vertu intellectuelle selon la classification d'Aristote, ne veut rien dire pour Kant. Une acuité d'esprit, une vision large, une habilité de manière de résoudre le problème, etc. Tout ça, toutes ces sciences régionales et l'excellence qu'on peut avoir suivant l'éducation, les grandes écoles, etc., pour Kant ne veut rien dire au niveau moral. C'est très touchant. Au niveau moral, c'est-à-dire pouvoir de faire du bien ou du mal. Ça vient d'une autre domaine, ça donne à penser en ce qui concerne la fonction de la philosophie dans le monde ou dans la tradition occidentale. Et c'est strictement séparé de toutes les affaires qu'on puisse imaginer mondaines, y compris la science exacte, la science appliquée, et même une vita contemplativa. C'est déjà Rousseau qui se mettait en cause, c'est-à-dire le philosophe, il se donnerait à des méditations profondes alors que sous sa fenêtre on engorge quelqu'un. Quel genre de méditation sous l'état qui est devenu l'humanité? Ça donne à réflexion. Lui aussi, il est très convaincant, effectivement. Il fait une exhortation à la praxis, à l'action immédiate.
si c'est possible, Rousseau aussi. Kant aussi, hein. Bien que les conséquences de nos actions en vue de la morale soient de part en part complètement inactifs, sans conséquence, inconséquent, qui reste inconséquent. Ce qui est important, c'est toujours comme un bijou qui brille, l'intention, bonne intention. Voilà. Une philosophie quand même qui a eu une grande attraction. Et pour certains, la pulsion et la haine. D'abord, Nietzsche, n'est-ce pas? Alors, pourquoi j'ai fait un discours tout à fait contraire de ce que j'avais essayé de projeter sans être spécialiste, c'est-à-dire excellence dans le mal. Excellence dans le mal, chef-d'œuvre du mal, et parce que j'ai photographié les champignons énormes et en surabondance après les grandes pluies automnales, des champignons qui sont fort probablement poisonneuses. Donc je pensais parler des violettes noisières et les vieux dentelles, et l'arsenic et la chimie, distillation, moudre, pour en faire de poudre, les substances poisonneuses, les raffiner, les filtrer, bouillir, distiller, concentrer, conserver, et on fait un quoi? Trafic. Parce qu'un scientifique ne peut jamais tuer quelqu'un par sa propre volonté. Il peut être médiateur, seulement suivant une rémunération, sans demander comment l'usager va s'en servir de cette essence, de cette substance qui est l'issue d'une grande savoir et d'une grande vigueur dans la maîtrise des procédés qu'il faut suivre. Voilà, je parle finalement des cristaux, des substances pures qui renvoient à des régions spécifiques de l'entos, à des maladies ou de maux précis. Ce sont des remèdes. Où est le poison alors dans cette pharmacon? Imaginons un pauvre instituteur ou une pauvre institutrice qui écrit sur l'écriteau une question pour devoir de la semaine. Eh bien, il y a des mots et il y a des significations de ces mots. Par exemple, la phrase soit, la question soit, d'où vient la richesse du monde? Oh, j'aimerais bien poser cette question aux élèves. J'aimerais bien les lire dans leur diversité, exposer leur composition, dissertation dans les couloirs de métro, comme on expose leur petite imagination en ce qui concerne passage de tunnels, et des trains qu'ils n'ont jamais vus.
de toutes parts de l'Anatolie. Ils ont demandé aux enfants d'écrire, de dessiner en couleur sur une surface fixe, petite taille, ce qui leur ferait heureux s'ils voyaient un train en passage. Très bien. J'ai eu quand même quelques coups de cœur de leur dessin. Je les photographiés en passant. J'ai remarqué qu'ils étaient facsimilés, c'est-à-dire photographiés sur papier glacé. Et il y en avait dans plusieurs stations de métro. Ça ne fait rien. J'espère qu'ils vont contenir dans leurs œuvres picturales. Alors, une autre question, c'est plutôt littéraire, d'où vient, philosophique, monde littéraire. Question difficile, bah, pour les classes un peu plus supérieures, secondaires, on peut proposer quand même une petite essai ou roman, conte, j'en sais rien, de Kafka, les recherches d'un chien, voilà. Et on peut en demander un résumé. Ça, ce sera plus plausible et plus démocratique du monde. Et on peut quand même évaluer le niveau de français ou n'importe quelle langue là où on fait l'éducation nationale, j'espère gratuite. Bon. Est-ce qu'il y a des instituteurs, institutrices encore qui font des bénévolats? Bon, la question est fondamentale. Parce que Kafka, moi je lis en traduction française ou turque, choisit nourriture, mais Dostoïevski aussi. Mais le mot détermine la réponse d'où vient la nourriture du monde. C'est le papa qui achète chez Auchan tous les dimanches soirs et nous les en mangeons. C'est autre chose. Mais d'où vient Hikmet? Hikmet veut dire sagesse. C'est un peu exagéré. Mais d'où vient? Attendez, moi que je ramasse mes esprits. Non, pas Hikmet, mais Nimet. Voilà, Nimet. D'où vient Nimet de ce monde? Qu'est-ce que ça veut dire, Nimet en ottoman? Ce qui voudrait dire l'offre gracieux par Dieu ou par divinité, par nature ou par loi parentale, par naissance, par une chance, par le don de la fortune, on ne sait pas. On ne peut pas savoir l'origine de Nimet, c'est-à-dire la grâce ou dans certaines familles, quand même, couloir. Il n'y a pas beaucoup de mots en français. Soit vous allez choisir grâce et vous serez étiqueté autrement, soit vous allez choisir le mot gloire de la nation. On n'en sort pas de cette véritable fête foraine ou manège qui tourne toujours, d'une bassesse de la féminologie et d'une hauteur. Il n'y a pas un milieu. Quand il y a un milieu, il y a médiocre. Il y a médicocité et qu'on peut appeler, voilà, il y avait un livre très intéressant en turc ottoman
pour dire que maintenant, c'est le titre de livre, hein, c'est l'époque de médiocratie. C'est pas la démocratie, c'est la médiocratie. Mais comme on disait ça en turc, c'est un livre très rare que j'avais prêté seulement à une seule personne, à notre Erhan Kadesh, qui m'a bien sûr remis. Voilà. Alors, il ne faut pas demander beaucoup de choses, mais il faut, aux enfants, aux élèves, à mon cher blond tête, un peu brun, mais très intelligent dans les yeux, et voir comme instituteur, institutrice, ce qui va nous rendre en échange comme grâce et comme gloire du futur de la vie. Que je puisse dire encore sur l'hermétique d'aujourd'hui. Donc, si nous n'allions pas tomber plus bas que l'animal, même au niveau éthique, politique, environnemental, etc., nous tombons plus bas que l'animal, au sens où nous le dépassons d'une manière incommensurable. Mais, effectivement, nous, disons, dans la singerie, l'homme n'est pas un singe, mais il est capable de singerie, c'est-à-dire faire par récurrence, sans penser, par une automatisée, certaines procédures mathématicielles, algorithmiques, donc ce qu'on appelle dans notre monde actuel le boulot, ce qu'on fait sans penser, sans trop réfléchir, appliquant les règles dont on n'interroge jamais, etc. C'est ça, singerie. L'homme, il est parfait dans la singerie, mais il le fait quand même par une certaine distance, mise en distance qui le fait parfois malheureux, parfois, justement, c'est son guêpier, c'est là où prend son plaisir et il discrédite son travail et il reprend sa vie quotidienne, si ça lui reste encore une vie quotidienne à la sortie du boulot. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être une vengeance de singerie, comme il est tombé, non pas volontairement, une partie volontairement, mais par règle de singerie, plus bas que l'humanité, et il devait prendre une certaine vengeance. Avec quel moyen, je ne sais pas. Donc, c'est encore un exemple d'une malaise dans la civilisation, vu à partir d'une personne constituée dans la communauté, mais qui ne mange pas. Il a un malaise et qui prend une certaine vengeance. Et vous voyez, et il côtoie l'animalerie, c'est-à-dire il est d'accord en principe, sous le principe, dans les règles générales, dans l'application de singerie, mais il n'en adhère pas totalement, et c'est qu'il en reste humain. Mais l'humain, c'est pas quelque chose en soi bon. L'humain, ça peut être encore plus maléfique de l'animal. C'est ça, dans ces eaux-là.
qu'il faut penser, maléfique, c'est-à-dire l'homme, pour se venger, non pas du tout, rien à voir avec cette insigne loi de Talion, des tribus justement primitives, trop près à la naturalité, etc. Mais l'homme de ce niveau-là, c'est-à-dire dans un niveau de complexité des sigles et des systèmes de sigles entières contrôlés par la communauté et donc dans lesquels il est enclavé, comme dans une Ergenekon, et il ne peut pas s'échapper, mais c'est quand même une démocratie comme par avant, problématique. Et il a des temps légers, temps libres, et là, il peut cogiter des pires et des meilleurs. Voilà ce que je peux dire. Au-delà du bien et du mal, et veut dire aussi, au-delà de ce qui existe, on ne peut pas se satisfaire avec le mal qui a trouvé un corps, c'est-à-dire état bureaucratique, par exemple, simplement état bureaucratique, les sciences régionales devenues procédurielles, la science qui ne pense pas, qui ne pensera jamais, la philosophie qui devient également une curiosité et une préciosité, une antiquité, et d'une nostalgie, d'un conservatisme, ou bien de, comment dirais-je, de marginalisme, de rêverie, de fantasques et spéculations. Ça aussi, ça fait partie de l'homme, de son bien, enfin de son meilleur et de son pire. Restons sur cette indécidabilité qui est spécifiquement définie l'homme comme cet abîme, soit un manque, une caritatif incurable, soit un surplus qui le fait un certain demi-dieu. Moi, je serais plutôt pensé que l'homme est un animal d'une espèce très spécifique qui lui fait côtoyer avec les forces magiques des déités. Pour l'instant, c'est plus plausible de conclure comme ça. Alors, j'avais pensé intituler discours, premier discours que je viens de faire est une sortie d'Ergenekon, effectivement, mais ce sera trop spéculé pour moi que, comme personne, je n'ai pas des détails historiques, mais c'est déjà, il s'agit d'un événement mythique et non pas historique. Historiquement, bien sûr, il y a une enclave dans laquelle un certain nombre de tribus turco-nomades sont coincées pendant plusieurs saisons, plusieurs années peut-être, par la menace des murailles de Chine. Et selon mes listes de Tendai, effectivement, tous ces murs, comme Tour de Babel, c'est construit contre son peuple, non pas contre l'ennemi, c'est-à-dire contre les Turcs. Ce n'est qu'une paravane, une façade, c'est un côté problématique. Les Turcs nomadiques qui ne sont pas sédentaires, donc qui volent, qui font des rafales dans la ville chinoise, j'imagine, je spécule, j'imagine comme tous ces hordes, comme Kipchak, etc., Kyrgyz, qui veut dire voleur, finalement.
toute une nation, on ne peut pas appeler voleur, mais c'était sûrement comme à Sparte, c'était une valeur de noblesse, d'aristocratie. N'oublions pas, il ne faut pas juger avec les termes d'aujourd'hui. Et après avoir discuté longuement de cette bizarre Oedipe, figure d'Oedipe et de circumnavigation à l'envers, et c'est ça, donc une communauté enclavée dans une passage difficile d'une géographie pour pour couler vers l'Anatolie, je dirais. Voilà, tout simplement. Donc c'est avant d'arriver en Anatolie, l'état de Turcs, d'une manière mythologique racontée dans les légendes, disons. Bon, avec un c'est ça. Mais à partir de là, j'avais une autre scène aussi dans la tête qui va revenir